faites un jardin qui vous ressemble. Le vrai problème, c'est le manque d'imagination. Il faut se reconnecter aussi. Il faut se reconnecter aux autres, il faut se reconnecter aux vivants, il faut se reconnecter à la réalité. Un jardin et la nature, c'est en perpétuel mouvement. L'équilibre, c'est le mouvement. Le trop d'informations tue la beauté du monde. Ce monde, il fonctionne aussi par le beau, que ce soit le plumage des oiseaux, les couleurs des fleurs qui vont attirer les pollinisateurs. Quelle est sa place là, maintenant, à l'instant T? Quel est son rôle? Quel morceau de la partition on a joué? Et qu'on peut être fier de faire partie de ce grand tout, mais en même temps, on n'est pas tout seul. Qu'un lieu hyper diversifié en individus, qu'il soit animal ou végétal, ça fonctionne. Bonjour à tous, merci infiniment d'être dans ce nouvel épisode du podcast C'est possible. Aujourd'hui, épisode spécial puisque je suis en compagnie de Lilian et de Marjolaine dans ce magnifique jardin, la Figue dans le Poirier. Aujourd'hui, on va parler forcément de jardin, de biodiversité, mais surtout d'imaginaire, de comment aussi le jardin peut être une réponse à cette crise de la biodiversité. Et vous allez voir que la réponse n'est pas forcément là où vous l'attendez. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Merci infiniment déjà de nous accueillir dans votre jardin. On est dans les Vosges, sur les hauteurs du Val d'Ajol. J'aimerais juste savoir pour commencer, comment est né ce jardin? Il y a peut-être toute une histoire. Il y a d'autres personnes qui vous ont rejoint aussi au fur et à mesure sur ce jardin. On va dérouler ça au fur et à mesure et commencer peut-être par le commencement. Est-ce que vous pourriez m'en dire justement un petit peu plus? Eh bien, l'origine du jardin, c'est lui. Parce que ce jardin, il ne serait pas là sans Lilian, sans son rêve d'adolescent. Un matin, tu t'es réveillée, tu as dit oh, « Marjo, j'ai eu une idée ». J'ai rêvé d'un truc, faut que je t'en parle, tout de suite. Il y avait ce projet de jardin, mais c'était intimement lié c'était avec 3 générations. Parce que notre fille était toute jeune à ce moment-là, vraiment quelques mois. Et il y avait aussi mes parents. J'écoute, dans l'équation, c'était un maillon en plus. Puis je dis, voilà, qu'est-ce que je fais? Puis Marjolaine me dit, appelle ta mère, parle-lui-en. J'ai pas résisté longtemps, je l'ai appelé dans la journée. Dès le matin, je l'ai appelé. Puis je lui ai dit, écoute, dans le rêve, on vivait les choses, mais tu faisais partie de l'aventure, et puis papa aussi, quoi. Puis je dis, ça remettrait tout en question, parce que moi, je travaillais pour moi, Marjolaine, toi, t'étais en pause, parce qu'on avait Olive, mais on avait toute notre vie à Nancy. Mes parents n'étaient pas encore retraités, mais ça leur demandait pas de quitter l'emploi, mais ils venaient d'acheter une maison. Ils avaient 2 maisons, ils venaient d'en acheter une plus modeste et de la rénover. Ils venaient de terminer, mon père venait de terminer les travaux pour la rénover, en prévision de la retraite. Et là, on leur disait, allez, on vend tout et on recommence. Et puis, elle dit, moi, pas de souci, direct, je suis partante. Incroyable. Et elle dit, j'en toucherai un mot à ton père, quoi. Elle lui en parle, donc il ronchonne. Et puis, en fait, elle a vu dès le lendemain matin qu'il était sur le bon coin et il était en train de regarder les biens, quoi. Donc les fermes avec du terrain, en fait, il disait non, mais il regardait les biens. Et puis le lendemain matin, pareil et tout. Puis elle me rappelle, dit bon, il ronchonne, mais il est sur le bon coin en permanence, il décroche plus, quoi. Parce qu'il rêvait d'avoir du terrain, un étang, un peu de forêt. Voilà. Et là, le terrain où ils étaient était très chouette, mais la maison était petite, l'atelier, il y avait presque plus rien. Il était obligé d'avoir un atelier chez quelqu'un d'autre. Mais ils avaient fait ça en prévision de leur retraite, que ça reste à une échelle soutenable s'ils devaient être autonomes, en fait. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, avec de l'autonomie et sans demander aux enfants forcément de venir les soutenir. Et donc là, ça offrait une possibilité de se dire peut-être qu'en fait, mon rêve d'avoir un grand pré avec des moutons ou des chèvres, avec un petit étang et un bout de forêt, et un grand atelier, peut-être que finalement, ça va être possible si on s'associe ensemble, en fait. Ça partait d'envies différentes, mais au final, tout s'est imbriqué comme les pièces d'un puzzle, naturellement, en fait. Et puis, c'est là que l'aventure a vraiment démarré, on va dire, jusqu'à arriver ici, au Giron Val d'Ajol. Ce que je trouve vraiment fascinant, justement, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ça part d'un rêve. Un rêve d'un jeune garçon de, je crois, 17 ans,
tu vas nous raconter, un autre rêve justement d'associer sa famille, et puis finalement où tout converge. Il y a des choses, j'ai l'impression, sans jouer faire du mysticisme, mais qui nous dépassent un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que ça a commencé? C'était quoi ce rêve d'adolescent et de ce jardin? Avant même d'être adolescent, il faudrait revenir encore un peu en arrière. Je pense que ça a commencé, alors pas le jardin, hein, pas imaginer le jardin, mais ça a commencé après le CP. Le CP, la transition au CP pour moi a été catastrophique, vraiment. Je me suis retrouvé un peu cassé par le milieu dans lequel j'étais. Je ne parle pas de l'école en tant que telle, mais là, c'était vraiment une histoire de contexte avec un enseignant avec qui ça passait pas bien du tout. Je me suis complètement refermé sur moi-même et donc j'ai commencé à plus communiquer en dessinant et j'avais le besoin de s'exprimer. De toute façon, il est là et quand on parle plus, il faut trouver un autre moyen, quoi. Et donc le dessin est apparu et puis en parallèle de ça, je faisais des terreurs nocturnes mais horribles. Je vivais quelque chose d'atroce, pas toutes les nuits mais presque. C'était du niveau de la torture, quoi, hein. Et j'étais terrifié en fait. Un psychologue m'a dit il va falloir que tu prennes le contrôle de tes rêves, en fait, tu arrives à relativiser. Alors expliquer ça à un enfant, c'est pas évident, mais elle m'a expliqué qu'il fallait que j'apprenne à relativiser pendant le rêve, à prendre conscience que c'est OK, c'est juste un rêve, c'est pas la réalité. J'ai, au bout de quelques mois, réussi une première fois à dire, je vivais la scène comme d'habitude et là je dis: «Mais non, c'est bon». Je me vois encore, je sens encore que j'étais en train de rêver, puis me dire: «Mais tu es dans un rêve, tout est OK, ça peut continuer, sans risque» et cetera. À partir de là, en fait, c'est parti, quoi. Ça a disparu. Par contre, ce qui est resté, c'est le fait de prendre conscience, de faire des rêves lucides, en fait, hein. C'est juste avoir conscience, il y a rien de mystique. On prend conscience que l'on rêve pendant qu'on y est, voire même on peut influencer le déroulé du rêve dans des phases plus créatives où vraiment je suis en recherche artistique et cetera, ou en conception de jardin. On peut vraiment donner une intention et puis guider un peu les choses. Donc ça devient une espèce de modélisation en 3D infinie, en fait, parce que les possibilités, là, il n'y a plus de limite, en fait. Le rêve, du coup, c'est un vrai fil rouge. Après, plus tard, à 17 ans, donc j'étais apprenti paysagiste et j'ai commencé à imaginer, alors je ne sais pas si j'en ai rêvé ou pas, mais tout ça, ça vient de l'imaginaire, quoi. Mais j'ai commencé à vouloir, je me voyais pas d'aller de jardin en jardin chez des particuliers toute ma vie, ou dans une collectivité, et j'avais envie de m'approprier un terrain et puis d'imaginer comme un jardin comme une grande sculpture, quoi. Un grand jardin à faire visiter. Ça, j'ai formulé autour de 17 ans. Après, ça a été qu'une succession de rencontres, dont celle de Marjolaine. C'est ce que j'allais dire, donc celle avec Marjolaine. Quand est-ce que tu l'as rencontrée justement, Lilian? Et quel a été peut-être le parcours pour toi aussi avant de le rencontrer? On va sortir les vieux dossiers. Lilian et moi, on se connaît depuis le collège. On était au collège ensemble et on a été dans la même classe en 3e. Ils avaient décidé que pour le brevet des collèges, ils allaient mettre ceux qui portent des lunettes avec ceux qui collent des cartouches d'encre au plafond. Voilà, pour essayer que tout le monde ait son brevet à la fin de l'année. Et donc, je me suis retrouvée avec Lilian dans la même classe. Bon, on rigolait bien, quoi. Enfin, voilà, c'était un ami. C'est un peu perdu de vue sur les années où tu étais apprenti à Reville-aux-Chênes. Mais par moments, on se recroisait par hasard et puis on prenait des nouvelles. Et puis, il a été avec une copine à moi. Donc, on se croisait un peu plus souvent après. Et c'est vrai qu'on discutait de beaucoup de choses. On avait pas mal de points communs au final, au niveau des passions, au niveau même des sujets divers et variés. Et puis en fait, c'est toi qui as repris contact avec moi quand j'étais en première année de fac à Nancy. Parce que moi, je suis historienne de l'art de formation. C'est lui qui a repris contact avec moi. Et puis, dès qu'on a commencé à entrevoir, à construire quelque chose tous les deux, on était jeunes, on avait 19 et 20 ans. Donc, mais c'était une évidence qu'avec lui, je ne ferais pas qu'un bout de chemin, en fait. Ah oui, donc il y a eu la relation de couple qui est venue avant, ou le projet, on va appeler ça de jardin, qui est venu avant, ou les deux se sont faits conjointement? Dès qu'on a été ensemble, tu allais candidater aux Olympiades des métiers. Oui. Tu allais participer à la qualification nationale. Oui. Et puis du coup, je me suis intéressée à son métier. Je me souvenais qu'il était très bon en arts plastiques au collège. On se tirait la bourre sur
sur les notes en art plastique et en sport aussi. Je me souvenais de sa patte artistique, en fait. Mais il m'a tout de suite parlé de ce projet de jardin. Dès les premières semaines, hein, on allait visiter le jardin botanique Jean-Marie Pelt, qui à l'époque était le jardin du Montet, le premier week-end où tu es venu à Nancy. Et en fait, on a déjà fait le tour des jardins du musée de l'école de Nancy, etc. Parce que moi, j'aimais ce patrimoine-là, le patrimoine Art Nouveau, j'adore ça. Et les jardins, l'art des jardins m'intéressait moi aussi personnellement, en fait, avec ce regard plus d'historienne de l'art et d'historienne du patrimoine. Et donc le projet de jardin, il s'est très vite greffé dans nos conversations quotidiennes. En parallèle, moi, de mes études, toi, en parallèle des expériences que tu allais mener aussi avant d'arriver à ce projet vraiment de jardin. Mais oui, je me suis tout de suite plongée dans l'aventure, en fait. Et alors du coup, on reviendra peut-être un petit peu sur peut-être les rebondissements qui ont fait que vous êtes arrivé ici. J'aimerais, si vous êtes d'accord maintenant, que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que ce jardin, qu'est-ce que c'est que la figue dans le poirier, peut-être aussi nous expliquer un peu le nom, l'anecdote derrière. Voilà, si vous pouviez nous présenter votre jardin, la démarche, on va dire, au niveau de la nature, qu'est-ce que vous avez voulu faire ici, artistique aussi, parce que je sais que c'est quelque chose de très présent. Je pense que ce qui fait l'identité du lieu, c'est justement qu'on a, en tant que paysagiste, jamais voulu décider d'un style ferme. J'ai des affinités avec certains styles, je suis très sensible à la philosophie des jardins japonais, par exemple. Bon, voilà, il y a des choses, il y a des inspirations, mais que tout ce cheminement, en fait, il s'est fait par le biais du rêve. Quand on imagine quelque chose, on rêve ou on rêve pas, hein, ça peut être quand on imagine très fortement quelque chose, il y a un moment où le cerveau, en fait, c'est même démontré scientifiquement, il sait plus faire la différence de si ça existe. Entre la réalité et ce que tu vis. Je crois que c'est acté. Il y a les connexions neuronales qui se créent, il y a... Je pense qu'on le ressent. Il y a, maintenant, quand j'imagine une création artistique ou une partie du jardin, il y a une espèce de sensation dans le ventre qui fait que, ah ouais, c'est ça, quoi. C'est ça que je vais faire. Et là, à ce moment-là, je pense que le cerveau, pour lui, c'est acquis, en fait. C'est déjà existant, quelque part. Et je pense qu'à ce moment-là aussi, on se met, du coup, à communiquer différemment. C'est pas que, enfin, moi, je pense pas que les histoires de planètes soient alignées, etc. C'est juste que le fait que le cerveau pense que c'est la réalité, ben on se met à en parler aux autres, on communique, on le véhicule comme quelque chose d'acquis et de sûr. Entre les lignes, hein, dans les micro-expressions, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et en fait, on dit, bah, on a rencontré la bonne personne, etc. On croise les bonnes personnes au bon moment. Mais je crois que juste, on est prêt, en fait. On est prêt et du coup, on véhicule quelque chose qui est prêt et on a juste besoin d'aide parce que un projet, ça se porte pas tout seul. Et au final, ça s'est construit d'intuition en intuition, comme ça, petit à petit. Et comme si on récoltait des pierres sur le chemin et puis qu'à la fin, ça allait donner une construction. Et voilà. Donc après, finalement, le maillon manquant, c'était le fait de le faire à 3 générations. Puis là, ça s'est débloqué. Donc c'est 3 générations. Donc vous, les parents et nos enfants du coup. Ouais. Vous avez 2 enfants? 2 enfants, et Olive et Hyacinthe. Le jardin maintenant, c'est pas juste 3 générations, c'est une association, mais Marjolaine va l'expliquer beaucoup mieux que moi encore. Et donc 2015, on cherche un lieu et on pose nos valises en novembre 2015. Alors ce qu'il n'a pas dit, c'est que dans son tempérament, il a cette force, cette détermination. Quand il y a quelque chose qui lui semble évident, il en démordra pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a une notion aussi de tempérament. Alors peut-être qu'on retrouve ça aussi chez ceux qui ont la fibre artistique, parce que l'art devient au-delà c'est pas juste un loisir, c'est une nécessité de vivre, en fait. C'est le prolongement de soi-même. C'est le prolongement de soi-même. D'ailleurs, ce jardin, moi je dis, quelque part, on rentre dans une forme d'autoportrait du concepteur, en fait, qui l'a créé, dans tous les jardins. D'ailleurs, les seuls jardins qui nous laissent des fois un peu de marbre, c'est des jardins où il n'y a pas de vraie identité. Comme on dit, où il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, parce que derrière, on ne ressent pas un jardinier qui a été là, qui s'est posé, qui a imaginé, qui a choisi les couleurs, etc. On sent des fois la patte d'exécutant, ou de un peu tout le monde qui met sa patte comme ça, et on ne ressent pas ça.
Ce côté vouloir trop bien faire, le côté trop technique, et au final on en oublie notre âme. On en reparlera juste après, c'est juste pour la parenthèse, mais le côté toi-même t'avais dit au bout d'un moment, mais je m'ennuie, ça me ressemble plus, et j'ai envie de refaire quelque chose qui me ressemble plus, peut-être un peu plus fouillé. On va en reparler, mais C'est dans la suite du déroulé de l'histoire, effectivement. Et du coup, c'est vrai qu'on est arrivé en 2015, la biodiversité n'était pas là, puisque du coup, il y avait eu un pâturage de poneys qui c'était leur parc en fait. Et puis, il y avait toute une partie, sur la partie basse, c'était la pépinière de sapins de Noël. L'ancien propriétaire, il faisait ça avec ses enfants pour arrondir les fins de mois en fin d'année. Il était tourneur sur bois, mais il produisait des sapins pour de tout Noël. jardinier en herbe, on sait que un terrain avec des sapins, c'est extrêmement acide et très compliqué de faire pousser des choses. C'est même pas tellement ça, c'est plutôt la mono. Le fait que ce soit monospécifique, oui. Il n'y avait pas la diversité. Bon, il y avait une diversité de prairies, c'était intéressant, mais après, au niveau topographique, etc., là, il y avait des vrais atouts, quoi. La pente, les volumes, le fait que ça soit très sec en haut, très humide en bas, il y avait de la diversité de milieux. Il y avait déjà des microclimats, des micro-ambiances bien identifiées en fait. Il y avait l'exposition, la potentielle protection du vent, enfin voilà, il y avait pas mal de choses, mais tous les terrains sont intéressants. En réalité, je pense que le vrai problème, c'est pas le terrain, c'est le manque d'imagination. Et parce qu'en fait, on peut faire un jardin fantastique où qu'on soit. Dans une vieille carrière, sur une roche, ou dans un jardin humide, ou dans les marécages, on peut faire quelque chose de fantastique. C'est juste qu'il faut être capable à la fois d'adhérer au lieu et imbriquer ça avec son imaginaire. Et là, ça donne toujours quelque chose qui fonctionne en fait. Il y a de la recherche aussi scientifique, enfin, parce que quand on est arrivé, je te vois encore faire des heures et des heures de recherche, à appeler des pépiniéristes, et cetera. Tu as commencé à te lancer dans l'aventure vraiment, quand on est arrivé ici. Parce que, ici, 640 mètres d'altitude, donc zone moyenne montagne. Lilian, de toute façon, voulait pas un jardin de plaine. Donc du coup, forcément, il fallait trouver un terrain en altitude. On est obligé de vivre sur place quand on a un jardin. Lilian, là, en ce moment, il arrose tous les soirs à 22h. Enfin, il y a les animaux qui sont aussi présents sur site. Donc ça demande un soin quotidien, surtout sur une partie de la saison. Donc il fallait qu'on puisse vivre sur place, ou vraiment à proximité quasiment directe du site. Donc il fallait aussi qu'on trouve les bâtiments qui, qui étaient quand même séparés, un bâtiment pour les parents de Lilian, un bâtiment pour nous. Enfin voilà, à faire avec des travaux de rénovation, qu'on cohabite, mais chacun ses espaces, puisqu'on est des générations différentes, avec des habitudes différentes, avec des besoins différents. Quand on a eu vraiment chacun notre espace de vie, ça a tout changé, chacun son chez-soi. Je pense que la zone d'intimité, elle est vraiment primordiale dans ces conditions-là. Et puis, c'est le temps que chacun trouve ses marques, quoi. Et maintenant, c'est apaisé, c'est très chouette. Donc vous habitez sur ce lieu depuis maintenant 10 ans. Oui. Parce que installation 2015. Novembre 2015. Décembre 2015, Lilian installe commence à faire du repérage. Et on a fait la première vraie vague de plantation en mars 2016. C'est-à-dire que les plantes, enfin les plus grands sujets, arbres, arbustes, plantes lianes et arbrisseaux. Dans l'hiver de l'hiver 2015-2016. On avait installé un petit peu à la fin novembre. Et on a fait une première grosse vague en mars 2016. Donc, ils ont fêté officiellement leurs 10 ans, là, cette année, en 2026. Voilà. Et ça a été le début un peu du squelette. Tu as posé quelque part les fondations, le squelette et des premiers volumes. Et on avait fait, du coup, une inauguration des premiers arbres sur un terrain tout nu. Quand on voit les photos maintenant, on se dit, mais c'était complètement fou. Et donc, on avait accroché des ballons aux arbres parce que quasiment, on va dire, 80% des arbres qu'on venait d'installer avaient été parrainés par des amis, par des proches, par des anciens clients de Lilian, par des anciens collègues de travail, par ma chef du musée Lorrain, par mon prof de fac. Enfin, voilà, non, c'était quelque chose, humainement parlant, c'était Quand extraordinaire. tu dis parrainer, c'est pour le côté symbolique ou c'était le côté aussi j'investis et j'achète? Les deux, pour nous aider à soutenir le projet, parce que quand on a démarré le projet, en tout et pour tout, on avait 6 000 € d'épargne. Wow. On a injecté 6 000 € d'épargne dans l'association, donc on s'est retrouvés nus. On s'est dit, on fait le pari, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et du coup, on a lancé une campagne de parrainage. Et tout l'entourage qui croyait dans ce projet, parce que Lilian en parlait déjà à ses clients à Nancy, etc., eh ben, ils ont tous proposé de parrainer un arbre. Donc, en fait, ils ont acheté l'arbre prix coûtant pépinière.
Les pépiniéristes avec qui on a travaillé nous ont fait tout de suite des prix professionnels pour lancer le démarrage du projet. L'ancien propriétaire a même rajouté des parcelles, un petit peu de terrain qu'on n'avait pas et a parrainé des arbres pour ses enfants au sein du jardin d'une fille d'Empoirier pour qu'il y ait un trait d'union entre leur famille et la nôtre, comme un peu une passation de flambeau. Donc chaque enfant de la famille Arnoux a une vigne ou un arbre parrainé dans le jardin. Enfin, humainement, c'était extraordinaire. Bien sûr, mais je trouve ça extraordinaire, si on peut juste s'arrêter 2 secondes là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, alors que vous aviez plus rien en poche, si c'est bon, on y croit, ça va quand même le faire? Je me suis jamais dit, je me suis jamais même posé la question de est-ce que j'y crois ou j'y crois pas, est-ce que ça va faire ou ça va pas faire. En fait, pour moi, dès mes 17 ans, je dis il y aura ce jardin. Et en fait, la question, c'était pas est-ce qu'on va y arriver ou je crois que je vais y arriver, c'est de toute façon, ça va se faire. Et du coup, ça aussi, ça change l'optique et les choix au quotidien. Parce que ne pas agir avec la peur, en fait. Voilà, ça fait écho à d'autres vidéos que tu as pu faire. J'ai des peurs, hein, comme tout le monde, mais sur ce sujet-là, ah non. Et de toute façon, c'était coûte que coûte. Enfin, en fait, il existait déjà, quoi. Ça pouvait pas ne pas exister, quoi. C'est pas possible. Quand je t'entends, il y a ce côté à la fois, il y a quelque chose qui vient de toi parce que tu l'as énormément nourri, c'est ce que tu disais, il y a beaucoup d'investissement derrière. Enfin, c'est un travail, je pense, titanesque. On est sur pratiquement 1 hectare. Après, on va venir sur la présentation un peu plus détaillée du jardin. Mais il y a ce côté aussi, on a l'impression que tu es presque porté par quelque chose qui te dépasse, enfin, qui vous dépasse, sans paraître mystique. Jusqu'où ça te dépasse et jusqu'où c'est toi qui es aux rênes de tout ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que je me suis pas posé la question. C'est là, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de la nôtre. Maintenant, c'est une aventure même associative, il y a des gens qui s'investissent dedans. Et je crois qu'ils sont dans le même état d'esprit, ils sont là. Et on en parlait encore hier avec l'une des bénévoles, elle dit mais s'il fallait juste désherber, c'est bon, je peux le faire dans mon jardin, mais je viens chercher autre chose. Il y a l'humain, mais on est là, quoi. Hop, on est là, on le fait et on prend plaisir. Et c'est peut-être ça, c'est cette notion de plaisir aussi. On a fait beaucoup à l'intuition, au feeling, parce que ça nous semblait juste. Et en fait, ça semblait juste pour tout le monde du coup, parce qu'il y avait cette notion d'évidence. On avait fait une réunion de travail avec des amis, mes anciens collègues de boulot. Et en fait, on avait déjà exposé des premières idées de ce jardin. On était déjà sur l'ouverture du monde. En fait, on était déjà en train de se projeter sur cette notion de collectif, cette notion de partage, cette notion de transmission. Et en fait, ils nous disaient, mais en fait, c'est vous qui êtes en train de nous embarquer dans l'aventure, parce qu'en fait, vous êtes dans le doute, mais nous, en fait, on perçoit pas de doute chez vous. Enfin, c'était paradoxal. Et c'est là qu'on a eu l'idée du parrainage et tout, puis tout s'est enchaîné. Les bénévoles de l'association sont très soutenants et suivent l'aventure, etc. Et en plus, j'ai jamais eu besoin de justifier des choix, etc. En tout cas sur la conception du jardin, dans le sens où depuis le début, tous les gens que l'on croise, qui ont rejoint l'association, en fait, ils ont envie de soutenir notre façon de faire, notre façon de voir les choses. On leur impose absolument pas. Il y a même un moment, quelques années, j'avais dit, mais peut-être appropriez-vous certaines parties du jardin, soyez force de proposition sur des projets d'aménagement, etc. Et puis, il y a tout un lot de bénévoles qui ont dit, mais non, en fait, ça sera plus le jardin. Ce jardin, c'est ton prolongement, c'est votre prolongement, et il faut que ça reste comme ça. C'est l'identité du lieu. Nous, on respecte, on vient aider, en fait. Et donc, ils sont dans cette optique-là, ils prennent plaisir comme ça. Et c'est sûr, c'est super parce que j'ai carte blanche, quasiment à 100%. Mais j'aime leur partager. Enfin, voilà, il y avait la confiance au départ envers ce projet de jardin. Il y a eu la confiance entre nous aussi dès le début. Je pense qu'on se fait... C'est comme un duo d'escalade. Pour que ça marche, il faut de la confiance. Là, c'est exactement ça. Et puis, ça marche aussi dans l'association où, du coup, c'est détendu. En fait, on passe pas des réunions à justifier du pourquoi, du comment. Franchement, c'est pas... Sans idéaliser, réellement, c'est simple, humainement.
Voilà, il y a des petits soucis d'organisation, mais comme dans tout asso. Et puis, mais ça, c'est plutôt lié aux événements, aux phases un peu plus tendues où ça demande une organisation, il y a plus d'aléatoires. Bon, un jardin, c'est de l'aléatoire aussi. J'en étais là tout à l'heure, j'expliquais aussi que le jardin, il fait grandir le jardinier ou les jardiniers. Il nous fait évoluer, quoi. Un peu à l'image d'un enfant aussi. Ça grandit à peu près au même rythme. Et notre vision de l'enfant ou du jardin, elle évolue avec le temps. Il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est que ce jardin, vous l'avez fait à deux. Pas que, évidemment, on a parlé de toutes les personnes et du projet humain, mais au centre de tout ça, en tout cas moi ce que je vois, c'est justement un couple. C'est pas anodin, parce qu'aujourd'hui on est aussi dans surtout je pense pour notre génération, même les plus jeunes générations, sans faire trop de généralité, à être un petit peu perdu. On est passé d'un extrême à l'autre. On faisait carrière dans le couple, et puis aujourd'hui, c'est un petit peu, dès que quelque chose devient trop confrontant, je passe à autre chose, et les applications de rencontre n'ont rien à arranger à tout ça, évidemment. Tout simplement, ma question, c'est comment est-ce que ça se passe de vivre un tel projet à deux, quand on est en couple, et potentiellement H24 ensemble? On se voit pas assez. Ça, c'est incroyable. Non, on se voit pas assez. On n'a pas le sentiment de se voir encore assez. On porte le projet ensemble, mais on a des compétences absolument différentes, carrément complémentaires. Je pense que c'est ce qui fait aussi la force et la réussite. C'est-à-dire qu'on peut se faire confiance sur les domaines de compétences de l'un et de l'autre. Quand tu dis pas assez, je pense qu'on a envie de partager des instants de travail ensemble, parce que finalement, ouais, c'est complètement différent. Pour ma part, par exemple, je rêve de pouvoir jardiner avec Marjolaine. Plus, parce que là, c'est anecdotique. En plus, nos idées convergent, on a des visions similaires et complémentaires, donc ça serait du bonheur. Maintenant, voilà, c'est le contexte, c'est comme ça. Et c'est sûr que le soir, quand la journée est terminée, même si on a été à proximité, on peut pas dire qu'on était tout le temps ensemble, mais on a envie de se voir et de faire des activités ensemble. Enfin, non, la question se pose même pas, en fait. C'est juste cette envie d'être ensemble. Et je pense que tu parlais des couples, etc. Ça va de pair avec une société qui évolue. Si on prend l'image de l'image, donc la photo, un appareil photo argentique, il fallait prendre du soin à prendre une photo, on ne pouvait pas se rater, il y avait une réflexion, ça se construisait dans le temps, et puis on accepte aussi les défauts, et voilà, on prend le temps, quoi. Et on est passé sur ces appareils jetables où on va faire développer, mais là aussi, on doit faire un peu attention. Et puis maintenant, il y a l'heure du numérique. Si une photo ne convient pas, on la bazarde et hop, on change en un cliquement, on clique et hop, c'est terminé. Et je pense que tout ça, c'est pas la photographie qui est responsable de notre état d'esprit dans le couple, mais ça va de pair avec la société de consommation, avec le fait de, ça va pas, hop, tu changes, c'est jetable. Des sensations fortes aussi, je pense que en fait, nous, notre projet, il nous nourrit. Individuellement, pour nous-mêmes, en fait, moi, je pense que, moi, mon cursus, Lilian, toi, tu es toujours restée dans le domaine du paysage, mais moi, les gens, ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu vas faire dans un jardin?» Et ma famille, ils me disaient: «Non mais Marjolaine, quoi, tu as été majeure de promo de ton master d'histoire, de patrimoine avec mention très bien. Je dis: «Mais tu as été chargée de mission pour monter un projet UNESCO sur les paysages de la Première Guerre mondiale». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu vas faire dans un jardin?» Et j'ai dit: «Mais juste, je sais pas, ça m'appelle, en fait. Ça m'appelle parce qu'il y a du challenge, il y a quelque chose où je vais peut-être aller, découvrir qui je suis vraiment, sans le poids d'une institution, sans le poids de la politique, et pourtant tout ce que j'ai vécu avant, ça ça me sert aujourd'hui au quotidien sur le partenariat, la mise en réseau, et en fait, ce projet, je pense qu'on a aussi des tempéraments tous les 2 à aimer à être dans les projets. Ça nous nourrit en fait d'avancer. Mais si on avance seul, c'est pas très drôle. Par contre, quand on le fait à 2, c'est vachement plus fun. Et en plus sur les moments où on travaille, alors, des fois, on a des divergences d'opinion, voilà, bien évidemment. On a des visions des fois qui sont complémentaires, puis des fois qui sont complètement aux opposés. Donc, ouais, on
on échange, ça clash un peu, comme n'importe qui. Mais par contre, la notion de compromis, on l'a beaucoup et on est en mesure de revenir, 10 minutes après en disant: «Ouais, non, en fait, excuse-moi, tu avais raison, tu raison, vaut mieux qu'on fasse comme si, bon, ah» puis l'autre dit: «Oui, bah, en même temps, tu avais pas tort, alors peut-être que, on peut peut-être trouver un entre 2» et puis, en fait, c'est comme ça que tout se construit et finalement, on est des super partenaires à la fois, dans à l'échelle de notre couple, mais aussi en tant que collègues de travail et la frontière, elle est enfin, je sais pas, changer de casquette, c'est facile, en fait. Bah, moi, j'ai jamais douté de réussir à travailler avec toi, mais parce qu'aussi on s'est connus avant de se lancer dans ce projet. Il m'a vue quand j'étais étudiante, tu es venue à mes visites au musée Lorrain, tu es venue à ma soutenance de master, tu es venue à mes cycles de conférences et voilà, à 22 ans, j'ai été invitée pour, prendre la parole au colloque, du Cercle des historiens du Grand Est. Donc j'ai vécu des choses incroyables, il était là, donc il m'a vue aussi en posture étudiante, professionnelle, comme moi j'ai pu le voir aussi en posture professionnelle. Donc finalement, on sait ce que l'autre vaut et on sait qu'on peut se faire confiance. Et ça a jamais été remis en question, en fait. À la fois sur votre jardin, puis à la fois sur votre couple, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une phase de maturation, comme si on préparait un peu la terre à travers les rêves pour le jardin. Pour votre couple et pour le fait de travailler ensemble, bah justement, il y a eu cette phase un peu de maturation aussi où on ne veut pas tout de suite se marier. Aujourd'hui, il peut y avoir ça aussi, ce côté instantané. Je veux trouver absolument le bon, la bonne, mais en fait, tu sais même pas qui c'est. Et là, il y a eu cette phase de découverte avant d'entreprendre des projets ensemble. Ouais, puis il faut accepter que les choses, elles se construisent effectivement avec le temps. Et je crois que bah, moi, je fais pas mal de parallèles entre le vivant sauvage, la nature, le sol, et puis finalement nous, en tant qu'humains, ou comment on fonctionne. Et je me rends compte que dans la nature, finalement, la notion d'individu n'existe pas. C'est un tout, en fait. Et je crois que peut-être c'est ce qui nous différencie du règne animal, végétal. Enfin, on fait partie du règne animal, hein. Ça fait partie de mes convictions. Mais on a un peu évolué, quoi. On a un peu changé, pas forcément toujours dans le bon sens. Et on s'est coupé de ça. Et je crois qu'il y a, pour le règne vivant, il y a une espèce de... Je fais partie d'un tout et je fais ma part, quoi. C'est pas que moi, 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 moi. C'est moi parmi tant d'autres et tous les maillons sont indispensables. Et en fait, je crois que dans le couple, c'est pareil. Le couple, il fonctionne si finalement deux, ça devient un individu, quoi. Et c'est indispensable pour que ça fonctionne, que chacun fasse sa part. En fait, ça se co-construit. Tout est comme ça. Notre microbiote, on ne devrait pas dire je, on devrait dire nous. On est habité de... Enfin, aujourd'hui, moi ou toi, en fait, on est plusieurs organismes vivants, quoi. Et ça amène à une autre façon de voir la vie et le monde. Je n'ai pas une vision parfaite, hein, du tout, et puis j'ai mes travers, et comme tout le monde. Même si on n'agit pas de la manière adéquate, il faut être capable de se remettre en question. Je pense que changer n'est pas le mot. On ne peut pas changer de personnalité. Il y a vraiment un tempérament de fond, et ça, c'est quelque chose qui bouge très très peu, et voilà. Mais on peut... bah, des fois, dire: «Bah, voilà, même si ça me plaît pas, il y a une partie de mon fonctionnement, là, je l'efface un peu», parce que, pour le collectif, ça sera... C'est nécessaire. Et un couple, c'est un collectif, une commune, c'est un collectif. C'est nécessaire de mettre de côté une partie de mes envies, voilà. Le collectif, il est intéressant dans sa diversité d'individus. Oui. Donc en fait, il faut à la fois, ne pas s'oublier soi aussi pour que le collectif fonctionne, mais le collectif, permet aussi de ne pas s'oublier soi. Ça va dans les 2 sens, en fait, c'est un tout. Si je me mets au service du collectif, je vais quelque part en être le premier bénéficiaire. Puisque tout ce qui va se passer dans le collectif, comme dans le couple, si je m'investis d'abord dans le couple, et pour faire en sorte que ça fonctionne, plutôt que de se dire qu'est-ce que moi je peux y retirer, et ben, je vais être finalement le premier bénéficiaire d'un couple où c'est harmonieux, où on prend le temps de discuter, tout ce que vous disiez, on prend le temps de se remettre en question. Finalement, en me mettant au service d'eux, ben, je suis le premier à en retirer les bénéfices. On parle toujours de design, le design des jardins, le design des meubles et tout ça. Mais en fait, la vie, c'est un design, en fait. Donc en fait, à un moment donné, comme on évolue et nos besoins aussi, bah, des fois, on a besoin de reposer sur papier des ajustements
parce qu'on n'est plus les mêmes. Moi, à 19 ans, mes besoins étaient différents que maintenant à 36, en fait. On peut aussi apprécier de voir l'autre évoluer, quoi. Plutôt que de dire, ah, bah, il change, c'est plus le même, etc. Mais au-delà de ça, il faut garder aussi de l'admiration. C'est, je pense, une autre clé de voûte d'un couple. On sait, enfin, voilà, on sait ce qu'on a vécu, on ne sait pas combien de temps ça durera. Enfin, voilà, que ce soit par le biais de nous deux ou les aléas de la vie. Mais en tout cas, l'idée d'admirer ce que fait l'autre, de ce qu'il est, etc., c'est primordial aussi. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu sur des couples qui portaient comme ça un projet commun, cette notion d'admiration. Mais pas dans le sens, pour ceux qui nous écoutent, l'admiration un peu, voir quelqu'un comme supérieur à soi, mais c'est quelque chose que j'avais souvent, ce côté respect, communication et admiration. Oui, parce que derrière admiration, c'est un mot qui peut être un peu à double tranchant, mais un peu comme la fascination aussi. Enfin, c'est juste apprécier ce que l'autre fait Et savoir le dire aussi, ouais, savoir dire, bah écoute, là, je trouve que tu as fait un super boulot, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, quand on fait les visites guidées avec Lilian dans le jardin, alors quand c'est moi, bah, forcément, je parle de son travail. Le jardin, c'est à l'image de ce qu'est Lilian. Et Lilian, lui, il a encore une autre façon de présenter. Et puis, il dit, bah oui, tout ça, c'est pas possible sans Marjolaine. Et dans tous les cas, en introduction, on valorise aussi le collectif. Parce qu'on en a conscience, en fait, de cette association, de nos volontaires, de nos stagiaires, de toutes les personnes qui sont venues prêter main forte. Bah voilà, c'est une grande famille. Et en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire savoir aussi quelle est sa place, là, maintenant, à l'instant T, quel est son rôle, quel morceau de la partition on a joué et qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on peut être fier de faire partie de ce grand tout, mais en même temps, on n'est pas tout seul. Il faut savoir aussi valoriser les autres parties prenantes du projet. Tout un jeu, ouais. Exactement ce que j'allais dire, tout un jeu d'équilibriste, ça s'apprend, c'est presque un art quand je vous entends. Pour revenir au jardin, vers où est-ce que vous pensez qu'il va? Et en fait, ma question derrière, c'est qu'est-ce que vous avez envie de partager aux personnes qui viennent dans ce jardin? Il y a tout un contexte aussi écologique en ce moment. Ce jardin, vous avez vu aussi les mutations du fait du changement climatique, du fait des ressources, nappes phréatiques qui s'appauvrissent. Là, j'aimerais vraiment vous donner la parole libre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, vos étonnements, observations? Ça aussi, ça a beaucoup évolué depuis le début. En fait, il y avait ma vision du jardin à l'âge de mes 17 ans, qui est beaucoup plus proche de celle d'aujourd'hui. Et à l'entre-deux, il y a eu le démarrage du jardin. Et en 2015-2016, quand on a démarré, j'avais découvert la permaculture, les jardins-forêts, le côté nourricier, l'écologie. L'écologie, c'était quelque chose d'évident, en fait. Ça fait partie de la famille, c'est des convictions que j'ai appris tout petit, et ça, c'était juste normal. Le bon sens. Ouais, c'est ça. Je trouve ça absurde de ne pas prendre ça en compte. Enfin, je ne comprends pas, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Par contre, quand on est arrivé, j'étais responsable de la conception du jardin et je suis parti à fond dans le nourricier, le soin du sol, la permaculture, etc. En fait, j'étais rentré dans des espèces de codes qui sont fantastiques. Bah oui, l'état de notre sol actuel, c'est grâce à ça. On le voit sur les analyses de sol, parce qu'on a eu des analyses faites par un laboratoire, donc on sait que ça a porté ses fruits, c'est OK. Et puis, en fait, est venue une phase d'ennui au bout de 3-4 ans. En fait, je me rendais compte que, contrairement au jardin que j'ai fait quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé le jardin à aménager autour de chez mes parents vers 15 ou 16 ans, j'y passais tout mon temps. Je rentrais de mon apprentissage, j'étais dans le jardin. Le week-end, j'étais dans le jardin. Des fois, j'y étais jusqu'à la nuit, en fait. À 16 ans, j'étais jardinier jusqu'à la nuit. J'allais chiner des plantes sur des collections. Je claquais mes payes d'apprenti dans des plantes. La première sortie que tu m'as fait faire avec toi, c'était à la fête des plantes du château de Gerbévillers. Je me suis retrouvée dans un kangou. Je suis sortie de la gare d'Épinal. Il m'attendait avec son kangou. On est allé à la foire des plantes de Gerbévillers. J'ai dit, ah bah, voilà, c'était premier week-end ensemble, quoi. J'ai dit, ça mettait le ton. Original comme date. Bon, ouais, après, il y avait des caramels mous d'un anglais, c'était extraordinaire. Mais là, on a trouvé le dodécatéon. Puis tu avais trouvé une pivoine arbustive. Ouais, il y avait cette fascination. Et il m'a sorti son argent, il me dit, alors,
là, c'est ce que j'ai touché le mois dernier, là, de mon apprentissage. J'ai tant d'euros, faut que tu m'aides à trouver ça. D'accord. Mais c'était beau à voir. C'était magique en fait. Ouais. Il y avait cette folie, cette créativité et voilà. C'était cet état d'esprit-là. Le jardin de mes parents, j'y passais tout mon temps et j'avais envie d'aller le voir, le revoir. J'y allais avec ma mère, enfin voilà. J'avais même participé à un petit concours en ligne, de concours de jardin de particulier. J'avais décroché un premier prix. On avait gagné, du coup, j'avais gagné un voyage dans un hôtel, on y allait ensemble, donc c'était fantastique. Juste avant qu'on soit ensemble, je gagne le truc et hop, je dis bah allez, je t'emmène. C'était génial. Et donc on démarre ici. Il y avait cette permaculture. Enfin, d'un point de vue éthique, c'était fantastique. Mais en fait, j'y allais pas le soir, j'y allais pas les week-ends dans le jardin. Il y avait pas de C'était gris, en fait. ouais, c'était sympa. Mais franchement, j'ai commencé à m'ennuyer ça. Si je peux me permettre, c'était sympa, scientifiquement parlant. Ouais. Et j'ai jamais vu Lilian autant lire de trucs, de PDF, de ci, de ça. Par contre, ça t'a nourri énormément sur ta Ouais, culture je pense botanique. qu'il y avait besoin aussi. Je l'avais pas eu dans mes études. Et ça, cette partie-là, en fait, c'était quelque chose de nouveau. En fait, j'avais l'impression d'avoir un étudiant face à moi qui découvrait une porte secrète et il s'est engouffré dedans parce que c'était un univers que tu n'avais jamais connu auparavant. Ouais. Il y avait ce côté waouh, quoi, c'est la poule aux œufs d'or, quoi, parce que il y avait un truc complètement dingue et ça t'a nourri intellectuellement énormément. Le jardin, j'y allais, mais ça me portait sans plus, quoi. Et là, c'est pas normal. On est arrivé en 2000. Bon, le moment du Covid, c'est pas le Covid hein, qui a fait réfléchir, je pense vraiment pas. Parce que, de toute façon, ça a pas changé notre vie pour le coup ici. Mais j'ai commencé à analyser que ouais, j'y passais quand même pas beaucoup de temps. Et puis en réfléchissant, en tirant le parallèle avec le jardin on va dire de mon adolescence, le premier jardin que j'ai fait, j'ai compris que j'étais plutôt fasciné par le beau. Et j'avais besoin de cette notion artistique, esthétique, d'avoir un bel endroit, avec des ambiances. J'ai envie que le jardin me fasse voyager en fait. Et même une belle floraison. Rien qu'un endroit, une fleur qui va fleurir de manière éphémère, c'est déjà un point de départ pour attirer le jardinier dans son jardin, comme une abeille. De toute façon, c'est comme ça que fonctionne la nature. Les abeilles, elles ne vont pas n'importe où. Non, c'est les couleurs, les odeurs. Et c'est ça qui... Ce monde, il fonctionne aussi par le beau. Que ce soit le plumage des oiseaux, les couleurs des fleurs qui vont attirer les pollinisateurs et le jardinier, c'est exactement la même chose. Et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, le jardinier, en fait, dans la permaculture, bon, on inclut l'humain, c'est OK. Mais c'est très technique, économiquement, socialement, etc. Mais philosophiquement, même si c'est une philosophie, je trouve que ça pêche un peu. Okay. Et moi, je pense que le jardinier, faut que lui-même trouve un moyen de se faire circuler dans son jardin. Et si le jardinier il est pris en compte dans l'écosystème, puisque le jardin, en fait, par définition, si on enlève l'humain de la planète, le mot jardin, on le retire du dictionnaire avec. Hein, il n'existe plus. Voilà, c'est complètement humain. Donc c'est un écosystème, plusieurs individus, êtres vivants qui font que cet écosystème jardin existe, dont l'humain. Et donc c'est là où j'ai compris qu'en fait ce paramètre de l'humain, il fallait l'inclure et pas le penser en parallèle. C'est vraiment, il fait partie. Et pour qu'il fasse partie pleinement, il faut qu'il soit fasciné par son jardin aussi. Et donc, réintroduire des plantes, des coups de cœur, des plantes symboliques. Lilian, il a un peu un côté un peu anarchiste hein, dans sa façon de voir le monde. Et là, c'est vrai que j'étais étonnée de le voir s'engouffrer et s'enfermer dans la discipline de la permaculture, alors que lui-même disait « je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose ». Et plus ça allait, plus il se cloisonnait en fait. Avec des principes, et puis non, on va pas faire comme ça, parce que dans la permaculture... Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, en fait. Il y a eu un déclic à la naissance de notre deuxième fils, en fait, qui lui est un vrai punk à poule. Je pense qu'il y a eu un électrochoc, parce que notre fils, lui, il est le reflet de son père, mais puissance 10. Et lui, au lieu d'arrêter de se taire, lui, il chante. Ça a rebattu les cartes aussi, parce que la famille... fallait retrouver une organisation familiale et puis du vivre ensemble et tout. Et je pense que quelque part, ça s'est un peu infusé aussi dans le projet. Moi, ce qui me nourrit en tant que jardinier paysagiste,
bah, finalement, c'est pas les fruits. Oui, ça me nourrit physiquement, oui, ok, mais intellectuellement, philosophiquement, artistiquement, etc., non, c'est pas les fruits, quoi. C'est une super prouesse de la nature, mais voilà, il y a aussi d'autres choses. Les textures de feuillage, les couleurs, les lumières, les sons, enfin, tout ça mis bout à bout, c'est ça qui me nourrit. Et donc, c'est comme si à ce moment-là, au début, je m'étais créé un parc, là. J'étais en train de brouter mon herbe, mais je voyais que finalement, moi, ce à quoi j'aspirais, c'était le vivant sauvage à côté de toutes ces fleurs dans la prairie, mais je peux pas y aller. Parce que moi, j'ai dit, faut que je reste là. Mais en même temps, j'ai envie de ça. Mais non, j'ai dit que c'était un jardin-forêt et c'était un dilemme. Et les années-là, j'étais pas bien du tout, quoi. C'est comme si j'avais envie d'autre chose, et puis je pouvais pas me l'autoriser. Puis à un moment, j'en ai parlé, je t'en ai parlé à toi, j'en ai parlé à l'association, et tout le monde a dit, mais Vas-y. faut que ça te ressemble, quoi. Ce qui est hyper interpellant, c'est que ces barrières, finalement, il n'y a que vous ou toi qui te les émises. Il n'y a personne d'autre, même s'il y avait des Je principes. me suis mis une clôture, bêtement, enfin c'était absurde, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Et à un moment, donc on a alloué vraiment un budget plantes différent. J'ai commencé à aller acheter des plantes qui me faisaient plaisir. Et alors là, ouh, et c'est génial. Ah ouais. Et en fait, bah, quelques années plus tard, donc le gros changement, on va dire 2021, vraiment, il y a eu un gros tournant là. Boum, allez, on met l'esthétique, quoi. C'est parti. Donc j'ai tout retravaillé, refait des murets, repensé les dallages, mis de la fleur, des trucs, des beaux feuillages, enfin, des folies, quoi. Et puis plus réfléchir sur ces notions d'ambiance, toutes ces portes que j'avais imaginées, parce que j'en rêve, ça, pareil, hein, c'est quand je fais un petit bond en arrière, mais 2015, on savait que ça allait se concrétiser. Je faisais des rêves, mais toutes les nuits, et je voyais des portes partout, avec des portes avec des ambiances à chaque fois différentes, une espèce de rythmique où on invite le visiteur à faire des choix, et puis on se retourne, c'est une autre ambiance. Enfin, voilà. Et ça, bah, je l'ai réintroduit petit à petit, hein, parce qu'on peut pas faire ça en une année. Et là, on est en 2026, bah, ça commence à porter ses fruits. Je dis bien ça commence parce que ce matin encore, il y avait le voisin qui faisait un tour, il me dit: «Oh là là, le jardin depuis l'année dernière, il est vraiment mieux, quoi», et je dis: «Mais t'imagines pas dans 5 ans, ça va être fantastique parce qu'il va y avoir tous les volumes», et là maintenant, tous les jours, le jardin m'appelle, j'ai envie d'aller y faire un tour. Je me lève, une des premières idées que j'ai, c'est: «Faut que j'aille voir», et avant d'aller au lit ou quand je vais arroser, j'ai envie d'aller voir. Enfin, la moindre pause, enfin, j'ai envie d'aller voir, en fait. Pas forcément y travailler, mais je veux aller voir. Juste être spectateur, quoi. Et là, pour moi, je trouve que, bah, personnellement, pour le coup, c'est réussi. Je me dis, ça, c'est OK. J'ai réussi à me remettre dans l'écosystème jardin, et ça se ressent aussi sur les commentaires de nos visiteurs. Et ça aussi, je trouve que, voilà, depuis 2 ou 3 ans, on n'a plus les mêmes retours, et ça fait du bien, quoi. De voir que, bah, en plus, sans les mots, ça passe. L'information, elle passe. Que Lilian il décrit, ben moi en fait finalement je vis presque la même chose. C'est-à-dire qu'au début, m'installer sur un banc dans la forêt comestible, il y avait des zones que j'aimais bien, mais ça me donnait pas forcément envie de m'y poser. Alors du coup, par le biais des visites, j'apportais un discours très scientifique, très technique, mais c'était complexe pour moi, tu vois? Enfin, moi qui viens de la filière des musées, tu vois, une œuvre d'art, ça se palpe, ça se vit, les lumières, les feuillages, le cadrage et tout. Et bon, le jardin était jeune aussi. Mais dès qu'il y a commencé à y avoir des histoires à raconter, à avoir des ambiances, tous ces jeux de textures, de couleurs, bah moi, en fait, maintenant, mes visites, elles ressemblent plus du tout à celles que je faisais il y a 4 ans. Et maintenant, je prends même du plaisir à dire à Lilian, vas-y, les enfants, ils sont au lit, on va se boire notre tisane dans le jardin. J'avais pas forcément cette envie, parce que je le voyais comme un travail, un lieu. Et maintenant, je le vois aussi comme un prolongement de Lilian, mais aussi un prolongement de moi, quelque part, depuis que je me le suis approprié. Et depuis aussi que j'ai, l'année dernière, installé des reproductions d'œuvres d'art dans le jardin. Eh ben, en fait, maintenant, je dis que le jardin, c'est mon musée de plein air. Et quand je le fais vivre aux visiteurs, je le fais vivre comme si c'était devant un tableau. Et on passe de tableau en tableau. C'est des tableaux vivants en 3D.
Il y a des zones un peu plus, je trouve, impressionnistes, d'autres plus romantiques, d'autres plus sur ces grands paysages anglais, comme ça, avec cette ouverture. On joue à Mary Poppins, en fait. Et maintenant, ce jardin, je joue avec. Je peux jouer parce que bah, il y a de la fleur, il y a de la texture, il y a de la lumière, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de soleil, il y a les sons. Enfin, j'ai jamais entendu autant d'oiseaux. Enfin, c'est une entité qui est presque vivante. Un peu comme dans les Miyazaki, en fait, on retrouve ce côté. Et cette année, eh ben oui, j'aime bien prendre mon livre avec mon thé ou mon infusion et venir me poser dans le jardin. Et même sur les jours où le jardin est fermé et que ben il y a personne, il y a pas les volontaires, il y a pas les stagiaires, bah régulièrement je te propose d'aller une fois que les enfants sont partis à l'école, je dis bah aujourd'hui on est lundi, jour de repos. Ça te dit qu'on aille boire un thé dans le jardin? Encore hier, il y a une dame, et ça pour moi c'est le plus beau des retours. Une dame qui vient me voir, elle me dit écoutez, là c'est la première fois, elle dit je visite un jardin où je sens qu'il y a une proposition de s'asseoir à certains endroits et c'est une proposition d'ambiance, quoi. Elle dit j'ai l'impression qu'on m'a invité à aller s'immerger à chaque fois dans une nouvelle bulle et j'ai fait ma visite comme ça. Je dis bah enfin merci parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire passer, une proposition d'ambiance et de sensation. Parce que quand on allait visiter des jardins, dans les années où j'ai réfléchi là, 2020, 2021, en fait, je faisais la même observation de toutes nos visites de jardin. Je comprenais pas pourquoi on va visiter des jardins qui sont techniquement magnifiques, hein. Enfin, voilà, techniquement aboutis, ouais, voilà. Et il y avait un profond ennui en les visitant. Enfin, ouais, au bout d'une demi-heure, bon. Et puis d'autres jardins où on se sent porté, on a envie de tourner, aller voir et puis jouer dedans et de regarder, s'asseoir et de passer des heures. Qu'est-ce qui fait ça? Et j'ai compris qu'en fait, c'était juste une histoire d'émotion, quoi. Il y avait des jardins, certes beaux, mais sans émotion, et d'autres moins aboutis techniquement, mais et riches. Enfin, il y avait vraiment l'émotion des humains Avec qui vivent de dedans. l'humour, Enfin, des jardins même humoristiques, ça. quoi. Tu te tords de rire. Enfin, Ah oui, non, mais mais je vois duquel on parle là. Oui, C'est le c'est ça. jardin, le jardin Monsieur Villain, de Monsieur Villain là, à Chaumont-sur-Loire. ouais, C'est un jardin éphémère. Écoute, on a rigolé dans ce jardin. Il y avait il y avait une Il y avait espèce même de de, l'humour noir, quoi. ouais, il y avait un mannequin posé dans des orties et c'est marqué faut pas pousser mémé dans les orties. Puis tu avais un Mais mannequin c'était esthétiquement Mais- bien amené en plus. mais du coup, il y avait des vieilles culottes XXXXL, de couleur un peu douteuse, qui étaient suspendues, avec un vieux cabanon. Il t'ouvrait, il y avait des calendriers à l'intérieur. Voilà, enfin, des calendriers très sympathiques. Mais, cliché, mais c'était tellement drôle. Écoute, on en a, tu vois, pour que ça nous ait Ah marqué, c'est que vraiment derrière, il y avait, parce qu'on a vécu quelque chose. Et on a partagé quelque chose. Et en fait, sans que les paysagistes soient là, en fait, on avait partagé quelque chose même avec le concepteur qui n'était pas là physiquement, quoi. Et pourtant, ça, ce jardin-là, je crois qu'on l'a visité il y a... C'était 2008. On n'avait pas les enfants. Non, c'était 2008. 2008. Ah ouais, donc ça remonte. Ah oui, mais je me vois encore circuler dedans. Il y a certains jardins, d'autres qui sont très poétiques, je me vois encore dedans. Et c'est ça, en fait, qui nous a amené aussi à nous poser des questions de qu'est-ce qu'on voulait faire. Ils viennent à la rencontre d'un jardin, mais ils viennent à la rencontre de personnes directement. Ils viennent voir le jardin secret de quelqu'un. Et pour que ça marche, il faut que ça soit, faut que ça soit personnel, quoi. Donc c'est pas égoïste, hein. Enfin, c'est égoïste et c'est pas égoïste. Il faut créer des ambiances pour soi. En fait, notre jardin, c'est notre jardin secret. Enfin, moi, c'est le prolongement de moi-même et j'accepte depuis le début, depuis mes 16 ans, que ça soit ouvert. J'ai envie de montrer. Ce jardin ne s'arrête pas aux frontières physiques tel qu'il est. Il y a aussi tout ce qui est à l'intérieur, qui peut-être n'existera jamais physiquement, mais c'est intimement lié, en fait. Moi, je vois plein de liens entre des jardins imaginaires et le jardin ici. Et quelque part, les émotions, etc., ce qu'ils peuvent récolter dans leur visite, c'est des échantillons, quoi, d'un jardin imaginaire. Ce que va dire le visiteur, ou ce que vont dire les bénévoles, pareil, les bénévoles, ils ont changé de comportement. Depuis l'année dernière, ça a commencé, et surtout cette année, ce qui est nouveau, ils viennent sur des journées des bénévoles, ils viennent prêter main forte. Et encore hier, on a Christelle, elle dit, je termine, et puis
Et puis Françoise l'a fait aussi. Je me prends un temps, je vais faire un tour, quoi. Ils ont envie d'aller voir. Et avant, on n'avait pas ça. Ils venaient aider, ils partaient. Et là, il y a ce moment où il faut faire un tour, quoi. Et depuis, l'année dernière, ils le font spontanément. C'est pas une démarche intellectuelle, c'est pas voulu, hop, ça se fait, C'est une quoi. envie. Et là, moi, c'est le plus beau, c'est la plus belle de toutes les récompenses. Je trouve ça vraiment passionnant, ce côté j'y mets de moi, et en y mettant vraiment moi, avec toute mon authenticité, et ben c'est la meilleure façon de le partager aux autres. Enfin vraiment, on vous sent ancré, et je trouve que c'était un peu votre message aussi, c'était n'essayez pas de faire comme on fait ici, n'essayez pas de respecter des règles, faites-le aussi ce jardin comme quelque chose qui vous ressemble. Je trouve que c'est vraiment, c'est ce que tu m'as dit aussi Marjolaine, c'est vraiment ce qu'on retient derrière ça, c'est allez-y, faites-vous confiance, et je crois même que tu proposes des méditations guidées pour inspirer les gens. Enfin moi j'appelle ça des méditations, en tout cas des visualisations pour imaginer leur jardin. Est-ce que juste avant de passer à la dernière question, vous pourriez m'en dire un tout petit peu plus, parce qu'on a beaucoup de gens méditants qui écoutent ce podcast. Quand on conçoit le jardin, il y a plein d'outils en fait pour réfléchir un lieu. Et le mien est forcément celui de l'imaginaire, puisque c'est hyper stimulé depuis que je suis enfant. Et donc, tout ça s'est fait aussi dans les formations. Je donnais des stages en permaculture, en conception, etc. Et à chaque fois, les gens faisaient des productions très méthodiques. Voilà, il y aura tac, une ligne de ça, puis là, il y a la nourriture, il y a l'eau, et ouais, c'est fantastique, c'est super. Mais en fait, c'était très bridé, quoi, et j'arrivais pas à trouver le moyen. Et puis un jour, on se trouve sur un stage où ça bloquait, quoi. Je passais d'équipe en équipe, je dis mince, mais c'est techniquement ok, mais c'est plat, quoi. Il manque quelque chose, il n'y a pas la personnalité. Et ce qu'on veut dire aux gens, c'est bon sang, faites un jardin qui vous ressemble, quoi. Et d'ailleurs, moi, quand on se balade, on passe dans la rue, alors on voit il y a les jardins clichés avec les petits cailloux blancs, le truc que dont tout le monde parle. Puis il y a des jardins juste, voilà, on entretient à l'extérieur, parce que c'est en dehors de la maison, il faut entretenir pour pas que ça déborde. Et puis de temps en temps, dans la rue, on tombe sur des jardins, mais complètement farfelus. Des jardins de brocanteurs où il y a du bazar partout, des plantes de l'accumulation à outrance. C'en est même bordélique, quoi. Mais moi, je trouve que là, moi, je m'arrête, je fais waouh. Là, on est devant chez quelqu'un, quoi. Je trouve ça fantastique, des bottes avec des plantes dedans. C'est pas ce que je ferais, moi. Mais je trouve que je suis devant chez quelqu'un, quoi. Et moi, ce que je dis aux gens, je dis, mais bon sang, mais si votre truc, c'est le rouge, faites un jardin sur le thème du rouge, quoi. Allez-y, mais à fond, engouffrez-vous dans vos envies, et faut vraiment y aller pleinement. Il y a des gens qui sont fascinés juste par les écorces, faites des jardins d'écorces. Quitte à l'imaginer, comme tu le disais, quitte à se mettre C'est là où l'imagination, elle devient un outil. Alors, on a, cette année, proposé un premier stage où le but, c'était plus de concevoir un jardin qui fonctionne, etc. Ça se fait à la limite après. Le but, c'était d'aller voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur et d'aller essayer de toucher à ce à quoi les gens aspirent, quoi. Et en fait, sur ce... C'est la première fois qu'on a mis un stage ensemble. Voilà, on a conçu un vrai stage qui va dans ce sens-là, parce que il y a, je dirais, 4 ans, j'avais animé un stage où les gens parlaient tout à l'heure, les équipes bloquaient. Et à un moment, j'ai réuni tout le monde. Je dis, écoutez, on va faire un exercice. Je vais vous décrire un jardin, là, spontanément. J'imagine une porte, je vous décris tout ce que je vais voir, tout ce que mon imaginaire va générer comme image, je vais vous le décrire en live, et vous essayez de me suivre, quoi. On a respiré un peu, tout le monde est redescendu, hop, j'ai décrit, puis je les ai embarqués dans un jardin imaginaire. Et puis on a ouvert les yeux après ça, fallait atterrir, parce que c'est assez impressionnant de se laisser porter comme ça. C'est un peu une méditation guidée, entre guillemets. Enfin, c'est une visualisation guidée, quoi. C'est une description de paysage, en fait. C'est un outil que les enfants ont, cet imaginaire. Ça fait partie de nous. C'est une partie de notre vie qui est importante, tout comme le monde de la nuit et des rêves. Et en fait, les gens ils disent « Waouh, ouais, ça peut être comme ça !» Et toutes les vidéos, etc., c'est fantastique. Mais là, ils l'avaient vécu intérieurement. Voilà, c'était resté un peu en filigrane. Et puis là, on a imaginé ce stage avec une progression pour que les gens aillent chercher à la fin de la journée un début de qu'est-ce qui les fait vraiment vibrer. Le but, c'est d'aller explorer son jardin un peu intérieur, quoi. Donc par le biais de plein d'outils. Marjolaine a amené
des notions d'art des jardins, différents styles, etc. Mais pour mieux s'en affranchir après. Puis petit à petit, dans la journée, on va de plus en plus loin dans l'imaginaire, dans des jeux coopératifs, des jeux plus de théâtre. Puis à la fin, on les amène sur une proposition d'aller méditer un peu, puis d'aller essayer de voir quelles images se génèrent spontanément. Ça, c'est le stade ultime, de se faire confiance. Et même là, tous ceux qui nous écoutent, je leur propose de faire ça. Moi, je le fais le soir pour m'endormir et c'est presque un rituel. Je ferme les yeux. On peut se mettre un point de départ, un portail d'entrée, une porte, etc. On rentre et après, on laisse l'inconscient générer des images. Ça donne des fois il y a des soirs, c'est absolument impossible, quoi. Des jardins où on vole, on est sous l'eau, où on est en l'air, c'est complètement perché, quoi. Mais pour autant, tu le brides pas. Ah non, tant pis, je laisse dérouler, quoi. Ça fait du bien. Cette semaine, j'ai déambulé dans un jardin de pierres sèches. C'était des murets en pierre sèche dans lequel il y avait plein de plantes. Et c'était comme un labyrinthe de murets en pierre. C'était que des plantes de terre sèche. Puis c'était fantastique. C'était très ensoleillé. Ça allait peut-être avec la météo du moment, quoi. Mais peu importe. Et ça, c'est un substrat dans lequel on peut venir puiser des idées pour son propre jardin. C'est illimité. Et alors là, il y a zéro limite. Et forcément, le jardin que les gens vont faire, le jardin que vous allez faire là, il va être votre prolongement, quoi, de votre inconscient. Et c'est fantastique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans des magazines et tout. Très souvent, il me fait le coup en me disant « Cette nuit, j'ai rêvé. Tu vois là l'endroit là, on sait pas quoi. Eh ben, je sais ce qu'on va faire. » Et donc à chaque fois, je me dis « Ok, c'est parti. » En fait, il y a ces rêves, il y a ces images qui se génèrent dont on peut plus se défaire. Celles qui prennent au trip et on se dit faut le matérialiser, quoi. Et là, il n'y a pas le choix. Il y a un projet là en ce moment là d'une sculpture d'un coquillage géant dans lequel on pourra rentrer carrément. C'est plutôt une sculpture. C'est un immense coquillage. Peut-être qu'on pourra chanter dedans et ça fera un amplificateur. Enfin bon, on verra. Mais ça, je peux plus m'en défaire. L'idée, elle a germé, elle est là. Et non, il faut accoucher, quoi. Et d'autres, je sais pertinemment que ça prendra pas forme, mais ça fait partie d'une extension du jardin. Qui fait que grandir, hein. Le jardin d'une figue dans le poêle, c'est 1 hectare, c'est le jardin matériel. Il y a le jardin immatériel, et lui, c'est infini. Et là, peut-être la frustration, c'est de pas pouvoir embarquer les gens dedans, mais j'aimerais bien un jour le partager vraiment. Sur certaines zones, il y a peut-être des zones qui resteront privées, mais amener les gens dans des bouts de jardin, des extensions imaginaires, ça pourrait être fantastique, quoi. Je trouverais ça hyper intéressant pour ceux qui ont envie de faire l'expérience parce que je trouve que vous nous avez fait voyager à travers beaucoup justement cette force de l'imaginaire, de l'inconscient, à la fois de le regarder, ce podcast, pour voir bien sûr avant tout ce beau dans ce jardin, mais aussi je trouve de l'écouter parce que je vous écoutais très attentivement et j'avais beaucoup d'images qui me venaient en même temps et je pense que des fois le fait de regarder ça peut casser un peu ça et juste le fait d'écouter, de se poser dans son canapé pour les personnes qui voudraient tenter l'expérience, je pense que ça peut apporter beaucoup. J'aurais une dernière question et je vais te la poser à toi Marjolaine. Tu vois, on est à l'heure et c'est normal, hein, il y a une réalité scientifique, parce que c'est ce que j'apprécie aussi dans le jardin, c'est au-delà de ce côté imaginaire, on sent aussi quand même un côté cartésien, tu vois, qui part pas non plus dans tous les sens, et je pense que c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. Tu vois, on parle de plus en plus, et c'est normal, hein, on est rattrapé par tout ce qu'on a semé, ce dérèglement climatique, vous l'avez vu dans le jardin, vous m'avez parlé d'un système d'irrigation qui est alimenté en eau chaque année un peu plus précocement, donc ça témoigne d'une réalité concrète, et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on le pensait. On parlait avant des années 2050, ça restait encore un peu loin, et puis là, non, c'est là, concrètement, les épisodes de sécheresse qui se multiplient. Malgré ça, cette situation, depuis tout à l'heure, ce qui me fascine, c'est qu'on parle que de beau, de poésie, de jardin, d'extension de soi-même, et pourtant je pense que vous êtes les personnes qui êtes aux premières loges de tout ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens? Parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes, et quand on est avec vous, alors je pense que comme tout le monde, hein, vous avez les passages en disant bon ça craint, comment ça va se passer, mais on sent quand même cette sérénité. Alors que vous êtes aux premières loges. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens par rapport à ce dérèglement climatique? Voilà, pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire là-dessus? On peut plus fermer les yeux sur le changement climatique, avec ces températures haussiennes au mois de mai, avec l'assèchement des sources que l'on voit bien, etc. Malgré tout, tu as parlé d'éco-anxiété.
Ça, c'est un phénomène qui existe depuis quelques années et Lilian fait partie des éco-anxieux. Moi aussi, un petit peu, mais sur des échelles différentes. Si on reste dans cette anxiété, dans cette peur, en fait, on reste dans l'immobilisme et dans le non-agir. Et finalement, au lieu de devenir acteur peut-être d'un changement, eh ben, en fait, on sera la victime d'un changement. En tant que femme, j'ai pu être victime aussi d'agressions, etc. Et jamais, en fait, je me suis dit que ma vie serait arrêtée ce jour-là, en fait. La force, on l'a en soi, elle est cachée quelque part. Parce que l'instinct de survie, il est là, en fait. Il est au fond de nous. C'est un héritage de nos ancêtres, c'est un héritage qu'on a depuis la préhistoire. Et, et en fait, ça attend juste d'être allumé. Par contre, pour ça, il faut se reconnecter aussi. Il faut se reconnecter aux autres, il faut se reconnecter aux vivants, il faut se reconnecter à la réalité. Et alors, moi, si j'avais un conseil personnel, j'arrêterais de regarder en fait ces chaînes d'infos en continu qui ne font que cultiver ça en fait. Le malheur dans le monde, les préoccupations, etc. Et je dis pas qu'il faut arrêter l'information, mais le trop d'informations, en fait, tue la beauté du monde. Et du coup, on ne la voit plus. Il y a une forme de fatalité qui s'installe, alors que en fait, moi, je suis quelqu'un qui est absolument pas fataliste en fait. Et les gens qui viennent là, en fait, visiter des musées, aller voir des spectacles, aller profiter d'un concert, en fait, ça nourrit. Et en fait, la culture, la vraie culture, c'est pas l'information journalistique. La vraie culture, c'est celle qui se transmet de personne à personne. Et c'est ça qui permet d'avancer. C'est peut-être ça aussi qui va nous permettre d'imaginer des solutions auxquelles, en fait, on n'aurait peut-être pas pensé. Parce que les préjugés, on peut les avoir dans toutes les sphères. Dans la sphère personnelle, la sphère sociale, la sphère professionnelle, la sphère politique, la sphère écologique. Et en fait, à un moment donné, mais pulvérisons ces préjugés, quoi. Et avançons. Et faisons-nous aussi confiance. Et il n'y a pas de petits gestes ou de grands gestes. Il y a des gestes, il y a des actes, il y a des pensées. Et à un moment donné, en fait, c'est peut-être ça qui va nous sauver, en fait. Le jardin peut être une solution, quoi. Ça devient, quand il est bien conçu, un vrai oasis de biodiversité. À la fois un endroit d'apaisement pour nous, à la fois un oasis de biodiversité pour la diversité. En fait, notre relation au vivant, elle traduit beaucoup notre état d'esprit. Et je pense à ça, notre relation, par exemple, aux plantes invasives. Et ça fait extrêmement peur, c'est un sujet de tension, hein. C'est vraiment un sujet très 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 délicat. Moi, ça me passionne assez parce que philosophiquement, ça me fait beaucoup réfléchir. On va parler des plantes invasives, donc qui sont exotiques. La balsamine. Voilà, la renouée du Japon, la balsamine, bon ça c'est les grandes figures, puis il y en a d'autres. Les gens sont en quête d'une réponse de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la solution pour l'écologie, etc. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, sur le règne végétal, la réponse, elle se situe quelque part dans la diversité. Et c'est peut-être même la diversité la réponse. Mais des plantes d'avenir, on ne peut pas savoir. Mais par contre, hein, ce qu'on sait, c'est qu'un lieu hyper diversifié en individus, qu'il soit animal ou végétal, ça fonctionne. Ça, c'est une certitude. Le métissage, ça fonctionne. L'hybridation naturelle. Le métissage fonctionne, la diversité fonctionne, c'est valable pour les plantes, c'est valable pour les humains. Nous, on essaye de démontrer que même ces plantes invasives, on ne les repousse pas du jardin. Parce qu'on cherche des méthodes d'éradication. Et si ça fonctionnait depuis 40 ans, on le saurait déjà, elles ne seraient déjà plus là. Ça ne marche pas, on ne peut pas les éradiquer, on ne peut que les inclure à la flore locale. Donc, ce qu'on essaye de démontrer, nous, c'est on ne dit pas que c'est pas problématique, c'est vrai. Dans certains cas, elles sont un petit peu gênantes, comme des plantes locales, hein, d'ailleurs. Mais c'est plutôt comment on va cohabiter avec. Une des plantes les plus envahissantes au monde, ici au jardin, depuis 10 ans, elle a une place qui est carrément modérée, puisqu'en fait, elle a une diversité, une pression autour qui lui permettent juste de garder sa place. Ces plantes-là, elles ont aussi leur histoire, elles ont aussi leurs atouts, elles ont aussi leurs avantages. Et maintenant, en fait, elles jouent même un rôle par rapport aux abeilles, par rapport aux pollinisateurs. C'est la balsamine a un temps de fleurissement tellement long et tardif qu'elle pallie en fait au manque de fleurs locales qui avec le changement climatique, qui en souffrent et qui n'arrivent plus en fait à produire des floraisons fortes. Et il y a même des apiculteurs qui commencent à dire mais attendez, en fait, heureusement que la balsamine est là.
Et puis on l'utilise en paillage, en fourrage, enfin, Et ben, on le essaye meilleur de... moyen de la réguler, c'est de l'utiliser. Quand quelqu'un est jugé, quelqu'un a fait une bêtise, on va le juger. Pour le juger, il va falloir avoir un maximum d'éléments à mettre dans la balance. C'est pas pour rien que la balance représente la justice, quoi. On est censé peser le noir et le blanc et les nuances, etc. pour après être le plus objectif possible. Et ben en fait, ben pourquoi on le fait pas pour les plantes? Parce que c'est exotique, c'est envahissant, donc c'est invasif, donc il faut éradiquer. Mais c'est catastrophique de penser comme ça. Quand on va sur les sites de publications scientifiques, vraiment, hein, on parle d'expérimentations scientifiques fondées, on cherche des infos sur la balsamine de l'Himalaya, sur la renouille du Japon, etc. Quand on voit le nombre d'études qui veulent souligner tous les points négatifs, c'est honteux. Enfin, je trouve ça honteux, et on en trouve quelques-unes où ils ont essayé de tirer les avantages, mais c'est anecdotique, et pourtant il y en a. En fait, quand on creuse, il y a vraiment des études sérieuses qui montrent tous les avantages de la plante, et on pourrait en extraire, on se dit, mais en fait, est-ce qu'elles sont pas déjà le début de la future flore et d'un gros changement climatique égale changement de flore? Sauf que l'humain est conservateur. Quand il juge, il prend pas la balance en compte. Il est conservateur, il veut figer les choses parce que l'inconnu fait peur, ce qui est humain. Hein. Mais en fait, un jardin et la nature, c'est en perpétuel mouvement. Et on parle même de cette notion d'équilibre, l'équilibre des écosystèmes et tout. Et en fait, ça, c'est déjà révolu. Il y a quelques scientifiques et jardiniers qui en parlent. Non, l'équilibre, c'est le mouvement, quoi. C'est le changement. Il est là, l'équilibre, le perpétuel changement. Il faut peut-être essayer de commencer à accepter que ça bouge, quoi. Et donc, ces jardins nouveaux, ces jardins contemporains, c'est des jardins où on accepte cette quatrième dimension. C'est plus juste un jardin en 3 dimensions, c'est un jardin en 4 dimensions. Et la 4e dimension, c'est la temporalité et le changement. Voilà. Mais l'avenir, on ne peut pas l'écrire à l'avance. Non, c'est le jardin d'aujourd'hui. Et quoi de mieux pour avoir ce mot de fin. Merci infiniment Marjolaine, merci infiniment Lilian de nous avoir accueillis vraiment dans votre magnifique jardin à la fois concret et imaginaire. On va se laisser là-dessus. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. Et puis je vous retrouve pour une autre aventure dans ce podcast. C'est possible. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner. Ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com. RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché. Les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés, j'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime, il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité. Et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous, retrouver du sens, il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés, le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.